Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente, je suis Jérôme Kubler, directeur logistique du RHNE. C'est moi qui ai le privilège de vous accueillir ce soir sur notre site de Pourtalès pour cette première conférence des jeudis du RHNE de 2025. Ce soir, nous nous intéresserons à un problème qui touche près de 40% des adultes, dont 60% des hommes dès 40 ans, à savoir le ronflement. Peut-être que vous savez que les directeurs du RHNE, les directeurs et les directrices du RHNE se relaient pour faire l'introduction des jeudis du RHNE. Et si j'en crois les publicités qui me sont adressées sur les réseaux sociaux, les algorithmes me considèrent comme le centre de cible pour ce qui est du ronflement, mais aussi pour la perte de cheveux. Ce n'est donc pas par hasard si c'est moi qui vous présente cette conférence ce soir. Ceci étant dit, même les plus jeunes et même les enfants ne sont pas épargnés en raison notamment de facteurs tels que l'obésité, les allergies ou une mauvaise posture pendant le sommeil. Peut-être que vous pourrez m'éclairer sur les qualités de l'oreiller japonais ou du protège-dents anti-ronflement qui me poursuivent sur Instagram. Le ronflement est souvent perçu comme une simple nuisance sonore, mais il peut néanmoins cacher des troubles plus sérieux, comme par exemple l'apnée du sommeil qui augmente les risques de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'hypertension. En altérant la qualité du sommeil de ceux qui en souffrent, mais aussi de ceux qui partagent leur chambre, le ronflement peut affecter la santé globale, diminuer la concentration et, à long terme, réduire l'espérance de vie. J'ajouterai encore que cela peut amener à une utilisation plus intensive du canapé du salon. Je ne vous parle pas de moi. Donc, quelles sont les causes du ronflement? Quelles conséquences peut avoir sur le cœur, le cerveau? Quelles conséquences peut-il avoir sur le cœur et le cerveau et le bien-être général? Et du côté des solutions, quels changements d'habitude permettent de réduire le ronflement? Quelles innovations thérapeutiques peuvent aider à en venir à bout? Ou les oreillers japonais. Nous intervenons de ce soir la doctoresse Sandra Van Den Broek, qui est médecin-chef au service de pneumologie du RHNE et directrice du Centre de médecine du sommeil, et le docteur Adrian Schubert, médecin-chef adjoint du service d'otorhinolaryngologie, je l'ai fait, et de chirurgie cervico-faciale du RHNE, vont répondre à toutes ces questions durant cette présentation. Au terme de la conférence, vous aurez comme d'habitude l'occasion de leur poser des questions, donc on passera avec des micros, et il sera ensuite possible de poursuivre les échanges au cours de l'apéritif traditionnel. Donc je vous souhaite une excellente soirée et je me réjouis d'en savoir plus sur mes nuits. Bonjour à tous, bonsoir à tous et merci d'être présents si nombreux. Moi, je vais vous faire une brève introduction pour vous expliquer comment va se dérouler la conférence. Je ferai une brève introduction sur le sujet de ce soir. Et puis, le docteur Schubert va vous parler du ronflement en lui-même. Et moi, je vous parlerai du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, qui peut être une maladie qu'on peut rentrer par le ronflement étant un symptôme de cette maladie. Et qui c'est pas tout à fait la même prise en charge. Et puis après, on sera disponible pour répondre évidemment à toutes vos questions. Donc, ronfler, c'est quoi? Alors, il y a énormément de mots en argot qui sont synonymes de ronfler, scier du bois, bourdonner, vrombir, corner, etc. Il s'agit en général d'une vibration simplement des tissus mous des voies aériennes supérieures pendant le sommeil, principalement pendant l'inspiration, mais ça peut également survenir lors de l'expiration. Et on peut parler de ronfleur occasionnel ou de ronfleur chronique. Le ronflement, comme M. Kubler l'a dit en introduction, ça touche énormément de monde. Entre 30 et 60 ans, plus d'hommes que de femmes, pour des raisons anatomiques et hormonales principalement. Mais à partir de la ménopause, de plus en plus de femmes ronflent et puis les égalités entre les sexes se rejoignent. Les enfants peuvent également ronfler, mais on va ronfler de plus en plus avec l'âge généralement. Est-ce qu'il s'agit simplement d'une simple nuisance sonore?
En médecine, on va appeler le ronflement qui n'est pas lié à une autre pathologie comme de la bronchopathie simple. Alors, ce n'est pas toujours si simple quand on dort à côté d'un ronfleur. Donc oui, ça peut être une nuisance sonore, mais le ronflement peut aller, en tout cas, surtout quand il est, je dirais, apparenté à l'apnée obstructive du sommeil, ça peut quand même aller jusqu'à 80 à 100 décibels, ce qui équivaut à des appareils électroménagers, un aspirateur par exemple. Et donc le ronflement peut être juste un symptôme, effectivement, et puis ça mon collègue va vous en parler, mais ça peut être aussi le sommet de l'iceberg d'une maladie qu'on appelle l'apnée obstructive du sommeil, qui, elle, pour le coup, a un impact pas uniquement pour le partenaire de lit, mais pour le patient lui-même, avec des complications plus sérieuses sur la qualité du sommeil ou sur le développement de maladies cardiovasculaires, ça j'y reviendrai. Et donc le ronflement en lui-même, en tant que nuisance sonore, comme Monsieur Kubler disait, ça va gêner parfois le patient, parce qu'il y a quand même pas mal de patients qui se réveillent par leur propre ronflement, mais surtout des personnes aussi qui partagent le lit, avec le développement de symptômes de fatigue chronique, de dette de sommeil, qui peuvent altérer les capacités cognitives ou physiques sur le long terme, sans parler des nuisances que ça peut occasionner dans la vie de couple, avec par exemple l'utilisation plus fréquente du canapé, les couples qui doivent séparer les lieux de sommeil, etc. Et puis un manque de sommeil, ça rend plus irritable, de mauvaise humeur, etc., etc. Donc on peut pas parler de simples symptômes, ça a un impact sur la qualité de vie. Donc aujourd'hui, on va vous parler du ronflement en lui-même, des mécanismes, de ce qu'on peut faire, et puis de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, quand est-ce qu'il faut parler ou suggérer de l'apnée obstructive du sommeil, et puis je vous expliquerai plus largement de quoi il s'agit, et puis comment est-ce qu'on le dépiste et comment est-ce qu'on le traite. Je vous remercie. Bonsoir aussi de mon côté, et je m'excuse déjà pour mon français, j'espère que vous me comprenez quand même. Je vais essayer de faire vous comprendre le ronflement un petit peu plus. Le plus important de comprendre, c'est que le ronflement est un phénomène acoustique, mais pas une maladie. Et la maladie, c'est plutôt les apnées de sommeil qui ont des contraintes vraiment de la santé. Et là, ma collègue va parler plus tard de ça. Mais il y a, comme on a déjà entendu, il y a un impact social et psychologique, une répercussion sur la vie des couples, mais aussi ça peut faire un isolement social et sentir de gêne de dormir avec quelqu'un d'autre si on sait qu'on ronfle. Pourquoi on ronfle? C'est, comme on a déjà entendu, ce sont des vibrations des tissus mous, plutôt dans la gorge, et avec une combinaison d'une obstruction partielle, pas complète. Autrement, si c'est complètement, on ne ronfle plus. Ça, c'est l'apnée après, on n'entend plus rien. Des voies respiratoires pendant le sommeil. Et le problème est souvent multi-étagère, et ça c'est aussi le problème pour le traitement après, c'est parce que c'est pas facile à le traiter. Les causes, d'un côté on a les facteurs anatomiques, comme une déviation du cloison nasal, où ça produit un flux avec des turbulences, comme ça peut causer des vibrations. Après, les amygdales jouent un grand rôle dans les ronflements, mais également dans le syndrome des apnées de sommeil, plutôt aussi chez les enfants. On ne va pas trop parler des enfants aujourd'hui, mais là on a des ronflements, ce qu'on ne traite pas, mais également les apnées, qui est également une maladie chez les enfants, où il faut traiter si ça un niveau important. Également les végétations adénoïdes dans tout derrière du nez ou la base de la langue. Et aussi l'allongement du palais mou ou de la luette.
Après, les facteurs liés au mode de vie, le surpoids, ça c'est un grand facteur. Parce que ça fait fermer les voies aériennes. Consommation excessive d'alcool et de tabac. L'alcool, comme les médicaments relaxants, fait que les tissus mous ne sont plus tendus et comme ça vibre plus. Peut-être vous avez déjà senti que si vous avez bu un verre, que vous avez ronflé ou votre conjoint ronfle plus que d'habitude. Et si vous êtes malade ou s'il y a la saison des allergies, ça peut aussi augmenter les ronflements. Ce sont un petit peu les causes. Qu'est-ce que je voudrais faire si vous voudrez consulter pour des ronflements? Je voudrais d'abord prendre une anamnèse ORL et du sommeil. Un examen clinique approfondi, je regarde un petit peu partout où je peux voir avec mes instruments si vous êtes encore réveillé. Et après, on a aussi des techniques diagnostiques avancées, mais là, c'est plutôt réservé si on a une suspicion pour des apnées de sommeil, où il faut aller un petit peu plus dans le profond avec une polygraphie respiratoire. Ma collègue va certainement parler de ça encore en détail. Imagerie médicale, si je voudrais voir une altération clinique où il faudrait encore regarder un petit peu plus profond avec un scanner ou un IRM, où on a aussi la possibilité d'examiner les patients pendant le sommeil induit. Comme ça, on fait une pré-narcose et on regarde avec la caméra dedans pour voir où il y a où est la partie le plus proche, où ça ronfle, pour l'adresser ciblé, ou ça on fait plutôt aussi pour des apnées de sommeil qui ne réagissent pas sur les traitements de base pour ça. J'espère que ça vient. Ça, c'est une petite vidéo. Là, vous voyez le nez. Hop, avec le septum qui est déjà dévié. Si ça fonctionne, je ne peux pas faire le pointeur. Là, on arrive à tout enfant dans le nasopharynx, le cavum. Ça, c'est le palais mou en bas. Ça va. Oups, ça, c'était pas bien. Désolé. On voit le palais mou. Le patient va dire Coca-Cola, comme ça, vous voyez que ça monte. Un instant. Vous voyez comment c'est mobile. Et vous voyez comment ça pourrait aussi vibrer. C'est la louillette du derrière. Après, en bas, c'est... Voilà, ça c'est l'épiglotte, le larynx et les cordes vocales en bas. Ça c'est un petit peu toute l'anatomie. Et c'est plutôt aussi les tissus mous ici qui donnent la vibration. Une fois que la base du langue ici va postérieure pendant le sommeil, surtout si vous êtes couché sur le dos. Vous voyez, c'est tout flexible et mou. Et si ça serre un petit peu, on peut bien imaginer que ça donne des vibrations. Maintenant, je ressors. Voilà. Maintenant, ce que c'est intéressant, comment on peut traiter les ronflements. Et ça, c'est pas une maladie, c'est plutôt un traitement conservateur. L'approche chirurgicale ne joue pas un grand rôle pour les ronflements. C'est aussi dans les syndromes des apnées, ça fait une partie secondaire dans des cas spéciaux où on peut proposer des opérations
pas pour guérir la maladie, mais pour improver toute la situation. Et ça joue un rôle dedans. Et c'est aussi pour les renflements, mais pour les apnées de sommeil, les chirurgies n'ont souvent pas un effet en long terme. On peut improver la situation pour quelques années, mais certainement ça va revenir plus tard. Et ce sont quand même des chirurgies importantes avec des risques et souvent avec des douleurs. Par contre, chez les enfants, si on diagnostique un syndrome des apnées, on peut enlever les amygdales ou réduire les amygdales avec un grand succès, où on peut les guérir souvent. Comme ça, c'est un petit peu différent là-bas. Mais aussi uniquement si c'est vraiment une maladie des apnées de sommeil et pas que pour le renflement. Ça, on peut aussi fermer la porte de chambre de l'enfant et pas que pas toute la famille est dérangée. Quelles sont les mesures? C'est comme j'ai déjà dit, c'est le surpoids qui joue un grand rôle, comme ça, perte de poids. C'est difficile, mais ça pourrait avoir un grand effet. Et des activités physiques régulières. Après, réduire l'alcool et nicotine, c'est toujours la même chose que les médecins disent. Hein, On peut s'appliquer pour beaucoup des sujets. Après, amélioration de l'hygiène de sommeil, c'est certainement aussi le positionnement. Souvent, si on dort pas sur le dos, le renflement diminue. Et là, il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur l'Internet. Une, c'est cette sac à dos qui évite qu'on dort sur le dos. On peut aussi que sur un ballon de tennis, sur un t-shirt, où il y a des vibrateurs qu'on peut porter qui vibrent si on dort sur le dos. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve. Il faut voir qu'on ne paye pas trop pour ces choses. L'autre possibilité, c'est un didgeridoo. Ça fait que on entraîne les tissus et les tissus mous et ça fait une tension sur toute la zone. Comme ça, les renflements peuvent diminuer. Si on pense que c'est un problème au niveau du nez, on peut utiliser des sprays nasaux déconscientisants, mais là, il faut faire attention qu'on n'utilise pas le spray vraiment agressif où il ne faut pas prendre pour plus de une semaine. Il existe aussi des sprays à cortisone qui n'ont pas du tout des effets secondaires en long terme, rien du tout. Ça, c'est très bien examiné. Comme ça, il ne faut pas avoir peur, mais ils ont grande efficacité si on l'utilise régulièrement. Autrement, il existe aussi des dilatateurs nasaux, quelque chose comme ça, ou où on ouvre le nez, comme ça, il entre plus de l'air dedans et ça donne moins des turbulences. Mais il faut toujours essayer si c'est pas applicable à tout le monde. Il faut un petit peu voir chaque cas par cas ou essayer différentes choses jusqu'on trouve la solution pour le patient. Autrement, il y a aussi un fil qui tient au palais et comme ça peut vibrer moins. C'est assez efficace après une phase d'adaptation parce que ça peut quand même causer le réflexe de vomir. C'est pas pour tout le monde, mais si vous êtes une fois adapté et le problème est vraiment au niveau du palais ou au niveau de l'oula, de la luette, c'est assez efficace. C'est un fil qu'on met dans la bouche derrière le palais. Qui tient le palais. Et là, si vous êtes entraîné, vous pouvez même parler et boire pendant la nuit. Ça ne ferme pas complètement la bouche. Et la dernière chose, c'est l'avancement mandibulaire. L'effet est plutôt pas
que avancer la mandibule, mais ça tient aussi à la base de la langue. Et avance la base de la langue, fait plus de place, comme ça marche bien. Et ça, c'est également une bonne thérapie pour les apnées de sommeil dans des cas sélectifs. Oui, c'est un petit peu ça. Comme ça, je repasse à mon collègue. Alors moi, je vais vous parler de quand il faut s'inquiéter, c'est-à-dire quand le ronflement s'interrompt. Quand vous avez un répit pendant la nuit après une phase de ronflement, ne soyez pas forcément content. Ça veut peut-être dire que la vibration, qui est le premier état de faiblesse, si vous voulez, des voies aériennes supérieures, va à un niveau après et qu'on va parler d'apnée obstructive du sommeil. Donc, comme vous l'avez vu, le ronflement peut être un symptôme initial de l'apnée obstructive du sommeil. Si c'est un patient qui est au laboratoire du sommeil, je vous expliquerai un petit peu après les différents examens possibles pour diagnostiquer l'apnée. Et donc ce patient ronfle de manière assez sonore, mais il va avoir des pauses. Ce qui pour le partenaire peut sembler être un répit, est en fait une apnée du sommeil qui est vraiment quelque chose a priori qu'il faut chercher et traiter. Vous allez voir que le répit sera bref. Vous voyez que le ventre continue de bouger, que le patient continue d'essayer de respirer contre une gorge qui est complètement fermée à ce moment-là. Et donc, ça vibre plus. Les voies aériennes supérieures sont tellement affaiblies que ça ferme jusqu'à ce qu'il se réveille et que le ronflement reprenne. Donc ça, c'est l'apnée obstructive du sommeil. Et donc l'apnée obstructive du sommeil, ce sont des fermetures répétées des voies aériennes supérieures. Contrairement au ronflement, la problématique, elle se situe pas du tout au niveau du nez. La problématique va vraiment se situer dans les voies aériennes supérieures du palais mou jusqu'à la base de la langue, les amygdales, l'épiglotte et le pharynx, etc. Donc le problème ne vient pas du nez. Et donc il va avoir une faiblesse de ces voies aériennes supérieures avec des facteurs favorisants qui sont parfois exactement les mêmes que le ronflement, mais pas que. Et ces fermetures vont empêcher le passage de l'air. Alors on en fait tous un tout petit peu, mais si on a un nombre important, on a des maladies cardiaques associées ou qu'on a des symptômes de mauvais sommeil, on doit s'inquiéter. C'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent aujourd'hui dans la population générale qu'il y a 20 ans, probablement d'une part parce qu'on le cherche beaucoup plus souvent, parce qu'on en connaît toutes les conséquences, notamment sur le développement d'hypertension artérielle, d'accidents vasculaires cérébrales, de maladies cardiaques, etc. Mais aussi parce que la population grossit et vieillit, et qui sont deux facteurs favorisants de l'apnée obstructive du sommeil. Alors il est vrai que comme facteur favorisant, comme pour le ronflement, on a le surpoids, tout le mode de vie avec la consommation d'alcool, de tabac, des médicaments qui peuvent relâcher les voies aériennes supérieures, mais pas que. Il y a pas, tous nos patients apnéiques ne sont pas obèses, et l'anatomie des voies aériennes supérieures joue également un rôle. Donc, on va nous classer la sévérité des apnées obstructives du sommeil en comptant le nombre d'événements que vous faites la nuit en dormant. On va compter sur un examen de sommeil combien d'apnées ou ce qu'on appelle les hypopnées, qui sont en fait une fermeture qui n'est pas complète, mais qui est une fermeture partielle, mais qui va quand même vous réveiller ou vous faire manquer d'oxygène la nuit. Et donc, on va compter combien d'événements il y a pour savoir s'il y a une nécessité de traitement. Alors, comme je vous l'ai dit, on en fait tous un tout petit peu. Donc, jusque 5 apnées ou hypopnées par heure, on s'inquiète pas. Et puis ensuite, on va parler d'apnées légères, entre 5 et 15 événements par heure de sommeil, d'apnée modérée entre 15 et 30 et d'apnée sévère avec plus de 30 apnées par heure. Et on sait qu'à partir de 15-20 événements par heure, le profil de risque est assez important. Mais il ne suffit pas d'avoir un nombre d'apnées ou d'hypopnées par heure pour que ça soit un problème. On va parler de syndrome d'apnée obstructive du sommeil quand les patients vont présenter des symptômes. Donc il faut associer un nombre d'apnées et des symptômes. Et ces symptômes, ils peuvent à la fois être présents la journée, vous vous réveillez, vous n'êtes pas reposé, vous avez mal de tête le matin, vous vous sentez fatigué, voire somnolent, il y a des troubles de la concentration pendant la journée, vous vous trouvez irritable, voire déprimé.
Et puis le soir, eh bien, il y a le fameux ronflement dont on parle aujourd'hui, des éveils très fréquents. Vous transpirez, vous avez des palpitations la nuit, et le partenaire de lit vous rapporte que vous ronflez, mais qu'en plus de ça, il y a parfois des pauses, et des pauses qui peuvent durer. Une apnée, pour être significative, dure au moins 10 secondes, et parfois, ça peut durer plus d'1 minute. Alors, il y a des différences entre les hommes et les femmes quant aux symptômes. Les hommes vont plus arriver à nos consultations avec une problématique de ronflement, alors que chez les femmes, c'est moins clair. Excusez-moi. Ouais. Non, tout va bien. Et la présentation, elle est un peu différente, avec parfois plus d'insomnie. Mais, rassurez-vous, messieurs, les femmes ronflent aussi. Et donc, il est assez fréquent quand même que ça ne soit pas simplement un homme d'âge mûr, en surpoids, qui vienne nous voir en consultation. Et puis parfois, certains patients ont juste aucun symptôme. Ils se plaignent pas d'un sommeil de mauvaise qualité. Et ils sont référés aux consultations pour diagnostiquer de l'apnée parce qu'ils ont des maladies que l'apnée peut aggraver. Et c'est pour ça que c'est parfois difficile de faire un diagnostic. C'est parce que tout ronfleur n'est pas apnéique. Ça, il faut le savoir, mais parfois, par contre, nos apnéiques sont très souvent ronfleurs. L'apnée obstructive du sommeil, elle a, comme je vous le disais, des conséquences qui nécessitent d'être recherchées et traitées. Ça n'est pas un simple symptôme comme le ronflement. Il y a un impact comportemental. On sait que ça peut générer sur le long terme, bien évidemment, le développement de troubles cognitifs. Au quotidien, ça fait des difficultés de concentration. Ça peut générer le développement de maladies cardiovasculaires, comme une hypertension difficile à traiter avec des médicaments, des troubles du rythme cardiaque. C'est un facteur de risque de récidive d'un accident vasculaire cérébral. On a plus de risques de développer un surpoids, d'aggraver le diabète. Et puis, sur le côté sociétal, on a plus de risques d'accident de la route par trouble de la vigilance ou d'accident de travail si vous manipulez des machines, etc., notamment liés à la somnolence que l'apnée peut engendrer. Donc aujourd'hui, l'apnée obstructive du sommeil, comme fumer, comme avoir trop de cholestérol, comme avoir trop de tension, est considéré comme un facteur de risque cardiovasculaire, expliquant aussi qu'on recherche plus activement qu'il y a peut-être 20 ans l'apnée obstructive. Alors vous me direz, comment est-ce qu'on s'en rend compte? Ronfler ne suffit pas. C'est pas parce qu'on ronfle qu'on a de l'apnée obstructive du sommeil. Le ronflement, il est ponctué de pauses. Et puis les partenaires de lit parfois s'en rendent compte, mais bon, parfois ils dorment aussi, heureusement. Du coup, on doit faire des investigations. Bien sûr, on va s'inquiéter du mode de vie des gens, savoir s'il y a un surpoids, connaître vos médicaments. Comme le docteur Schubert vous a parlé, là, on doit examiner les voies aériennes supérieures à la recherche d'une langue très volumineuse, d'amygdale, etc. Et on pose évidemment la question du ronflement. Alors, comme je vous disais, tous les ronfleurs ne sont pas apnéiques, mais presque tous les apnéiques ronflent. Il y a aussi des échelles qu'on utilise, des questions qu'on pose aux gens pour avoir un espèce de profil de risque. Vos généralistes utilisent ça très souvent. Et c'est comme ça qu'ils réfèrent alors les personnes en consultation pour savoir si on doit rentrer en matière, merci beaucoup, pour des examens de sommeil. Il y a deux manières d'investiguer les apnées obstructives du sommeil. La moins fréquente, ce sera de vous faire venir dormir dans un centre de sommeil pour réaliser l'examen de référence qu'on appelle la polysomnographie. Alors c'est un mot, merci, j'espère ne pas récidiver, mais donc la polysomnographie, c'est un test de sommeil, c'est un test qui va analyser tout votre sommeil et pas uniquement la respiration. Et donc vous passez une nuit à l'hôpital, un petit peu déguisé comme un sapin de Noël, et va être enregistré sur toute une nuit, surveillé par un de nos fabuleux techniciens, tous les paramètres du sommeil. Est-ce que vous dormez, est-ce que vous dormez pas, est-ce que la respiration est stable, est-ce que l'oxygène chute, est-ce que les jambes bougent, etc. Donc on mesure plein de choses. Je vous promets qu'on arrive à dormir avec ça, mais ça permet d'avoir un diagnostic très large des maladies du sommeil, donc au-delà de l'apnée obstructive, évidemment. Ça nous donne des
des analyses qui ressemblent à ceci, où on analyse minute par minute vos heures de sommeil pour savoir si vous dormez, si la respiration est stable, etc. Et donc l'apnée du sommeil, c'est ceci. Vous allez avoir des arrêts de la respiration en rose, alors que vous êtes toujours en train d'essayer de respirer, avec comme conséquence une chute du taux d'oxygène dans le sang et des réveils. On ne meurt pas d'apnée obstructive du sommeil. Par contre, ça dégrade la qualité de sommeil. Ça peut donner sur le long terme des maladies cardiovasculaires, mais on se réveille toujours d'une apnée, d'accord ? La deuxième possibilité et la plus fréquente quand on a une suspicion, en tout cas clinique, d'apnée obstructive du sommeil, c'est de vous permettre d'avoir un enregistrement de votre respiration pendant la nuit à la maison. Et donc, vous venez vous procurer, et c'est dont parlait mon collègue, un polygraphe, une polygraphie ventilatoire, qui est cet appareil qu'on branche sur 2 ceintures qui vont mesurer les mouvements de la respiration pendant le sommeil. Vous allez avoir un petit capteur au niveau du nez qui va enregistrer le flux d'air, et puis on va mesurer le taux d'oxygène avec un petit capteur au bout du doigt. Et ça va pas du tout enregistrer votre sommeil, mais par contre, si vous dormez appareillé comme ça va enregistrer votre respiration pendant la nuit et ça va nous permettre de voir si cette respiration est régulière ou si elle s'interrompt justement par des apnées. Comme je vous l'ai dit, c'est assez fréquent comme problématique dans la population générale, donc déjà, on ne va pas traiter tout le monde. On sait aujourd'hui qu'un homme sur 2 et une femme sur 4 de plus de 40 ans dans la population générale a jusque 15 apnées par heure. Et on ne va pas traiter tout le monde. Donc c'est clair qu'on va traiter les patients qui présentent plus de 30 apnées par heure, parce que là, le risque sur le développement de maladies cardiovasculaires est assez important. On va traiter les gens modérés des 15 apnées par heure s'il y a des symptômes. Et pour les cas légers, c'est rare qu'on ait recours à des traitements. Donc juste pour vous dire que déjà, on ne saute pas sur tout le monde pour les traiter. Les traitements, ils vont être un petit peu différents du ronflement en lui-même. Les traitements sont assez multiples, enfin et encore on n'en a pas beaucoup, mais c'est toujours des traitements mécaniques. Le traitement numéro 1, ça va être, si c'est associé à un surpoids, ça va être d'essayer de faire perdre du poids au patient parce qu'on sait que la sévérité de l'apnée va alors diminuer, voire qu'elle peut complètement régresser. Mais tous nos patients n'étant pas en surpoids, parfois il n'y a pas de poids à perdre. Le traitement numéro 1 dans l'apnée obstructive du sommeil, alors on a moins de traitements un peu farfelus que dans le ronflement, c'est beaucoup plus codifié, et c'est surtout jamais un traitement qui va cibler le nez, parce que comme vous l'avez compris, la problématique c'est vraiment une obstruction au niveau des voies aériennes supérieures en plusieurs niveaux. Donc le traitement numéro 1 dans l'apnée obstructive du sommeil modéré à sévère va être la pression positive continue. C'est une machine qui se pose sur la table de nuit, qui est un petit compresseur qui pousse de l'air au travers, comme vous le voyez, d'un tuyau et puis de masques qui peuvent prendre que le nez, juste les narines, le nez et la bouche, pour en fait donner de l'air, éviter que les voies aériennes supérieures aient envie de se fermer pendant le sommeil, stabiliser tout ça. Donc avec ce traitement-là, plus d'apnée, plus de ronflement non plus. Donc, il est vrai qu'on ne va pas donner ça à un ronfleur s'il n'y a pas d'apnée, parce que bon, c'est quand même quelque chose où il faut s'habituer puis dormir avec toutes les nuits. Mais par contre, tous les traitements de l'apnée obstructive du sommeil suppriment les apnées et puis le ronflement également. Et puis, il y a d'autres traitements un peu moins classiques dont je vous parlerai après. Cette pression positive continue, c'est le traitement de référence qu'on a dans l'apnée obstructive du sommeil. Donc, vous imaginez bien que c'est pas un traitement qu'on va donner à tous les ronfleurs, mais uniquement à des apnéiques quand il y a énormément d'apnée, des symptômes, des maladies cardiovasculaires concomitantes, et c'est prescrit par un pneumologue ou par un médecin qui travaille dans un centre de sommeil pour diminuer, les apnées ou les hypopnées, supprimer les ronflements et améliorer la qualité de sommeil, vu que les apnées vont engendrer de multiples réveils pendant la nuit, vont déstructurer votre sommeil, parce qu'une fois que vous arrêtez de respirer, le cerveau est quand même bien fait, il vous réveille quelques secondes pour réouvrir les voies aériennes supérieures, et donc en fait vous avez des micro-réveils répétés comme ça tout au long de la nuit, qui sont protecteurs pour reprendre la respiration, mais c'est du coup quelque chose qui peut être résolu sous le traitement. L'effet, ça va être, vous voyez, vous avez vu ici un schéma de voie aérienne supérieure, dites donc, complètement fermé. Et
le fait de délivrer une pression juste en envoyant de l'air, pas de l'oxygène, mais simplement de l'air, va permettre de réouvrir les voies aériennes supérieures, peu importe le niveau d'obstruction, si c'est au niveau du vol du palais, de la base de la langue, de l'amygdale, etc., ou plus bas, mais on va réouvrir les voies aériennes supérieures, arrêter toutes les vibrations qui sont finalement le ronflement étant la phase initiale de la faiblesse, et donc restaurer une respiration régulière et supprimer le ronflement. Il y a d'autres traitements qui existent dans l'apnée obstructive du sommeil. Le docteur Schubert vous a parlé des prothèses d'avancée mandibulaire, qui est cet appareil dentaire qu'on met que la nuit pour avancer la mandibule pendant le sommeil, ouvrir le diamètre des voies aériennes supérieures, éviter que la langue bascule vers l'arrière et n'obstrue les voies aériennes supérieures. C'est un traitement plutôt de seconde intention dans l'apnée obstructive du sommeil, dans des cas très sélectionnés, parce que ça ne marchera pas chez tous les patients, si c'est très sévère, si ça ferme à plusieurs niveaux. Donc ça effectivement, on l'évalue. Le docteur Schubert a également parlé des traitements positionnels. Ça, par contre, c'est un traitement qu'on a aussi en commun avec le ronflement. Il y a certains patients qui sont enregistrés pour lesquels on se rend compte qu'il y a uniquement des apnées obstructives du sommeil sur le dos. Du coup, une des prises en charge, qui est en général la dernière prise en charge qu'on essaye, parce que c'est pas quelque chose qui est suivi sur le long terme, c'est d'essayer de vous forcer à dormir sur le côté avec des moyens mécaniques, que ça soit la balle de tennis, le coussin dont mon collègue parlait, ou les petites ceintures vibrantes. Après, je vous en parle aujourd'hui parce que c'est une question qui revient quand même très souvent. Il y a des traitements plus innovants dans l'apnée obstructive du sommeil. Il y a le développement de médicaments qui est en cours, mais qui, à l'heure actuelle, ne donne absolument rien. Donc, je suis navrée de vous décevoir, mais aujourd'hui, traiter l'apnée du sommeil, c'est vraiment uniquement des mesures mécaniques, comme vous l'aurez compris, pour essayer de réouvrir les voies aériennes supérieures, mais il n'y a pas de médicaments qui permettent cela. Et en centre universitaire, et puis je pense que c'est quelque chose qui se généralisera de plus en plus et qu'on doit faire en collaboration avec nos collègues ORL, ce sont des interventions chirurgicales, une des rares qui existe pour l'apnée obstructive du sommeil et qui est réservée vraiment uniquement aux patients en échec de tous les traitements dont j'ai parlé précédemment, qui vont aller avoir une stimulation du nerf de la langue. Et donc, on implante, l'ORL implante, le pneumologue, rassurez-vous, ne vous opère pas. On implante un petit dispositif ici avec une électrode qui va aller jusqu'au nerf de la langue pour éviter qu'elle bascule en arrière pendant le sommeil et pour restaurer alors ainsi une perméabilité, une ouverture des voies aériennes supérieures. Pour ce faire, tous les patients ne peuvent pas bénéficier de ce traitement. Il y a une évaluation préopératoire qui est assez sévère et pour sélectionner les cas qu'on doit opérer. Et c'est là que l'ORL, en plus d'opérer, il rentre en jeu parce qu'on a besoin de cette endoscopie de sommeil dont le docteur Schubert vous a montré une image, sauf qu'on le fait pendant le sommeil des patients pour essayer de comprendre à quel niveau les voies aériennes s'obstruent et puis si on va pouvoir améliorer les choses en évitant la bascule de la langue pendant le sommeil. Donc ça, c'est un traitement qui existe, c'est un traitement qui a été très médiatisé aussi. Donc beaucoup de patients arrivent en consultation en voulant le petit pacemaker pour arrêter l'apnée. Bon, c'est vraiment en bout de course, après avoir essayé la machine, la pression positive continue, l'orthèse d'avancée mandibulaire et puis en étant un cas qui pourrait répondre à ce traitement, qu'on s'oriente vers ça. Maintenant, le CHUV a quand même plusieurs années d'expérience, mais il y a de plus en plus de centres qui le font. Donc j'espère avoir pu vous répondre à pas mal de choses. Ici, je vous ai mis toute l'équipe du Centre du Sommeil qui s'occupe de pouvoir vous voir en consultation, vous équiper la nuit, ou nos secrétaires, et avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler au quotidien. Donc, en conclusion, pour le ronflement, vous avez vu que les causes, elles sont assez hétérogènes, que ça a un impact sociétal et individuel et au niveau du couple assez majeur. Ça peut être un symptôme avec énormément d'impact ou ça peut être également annonciateur d'autres maladies qui, elles, pour le coup, ont un surcroît de mortalité ou en tout cas de développement d'autres maladies importants qu'il ne faut pas négliger. Et la prise en charge du ronflement et de l'apnée, elle est vraiment pluridisciplinaire, les ORL, les pneumologues et les médecins en centre de sommeil, nos techniciens, pour pouvoir justement avoir une prise en charge et sélectionner les patients. Donc je ne veux pas que vous sortiez d'ici en disant
que si vous ronflez, vous êtes apnéique, pas du tout. Pour ça, je veux dire, moi, je commence à m'inquiéter quand le ronflement s'interrompt. Mais tout ça pour vous dire que c'est quand même, le ronflement est quand même très hétérogène et que ça doit être traité. Que pour l'apnée du sommeil, les traitements sont très codifiés. Pour le ronflement, effectivement, il y a des solutions, mais il y a énormément de choses sur le marché très farfelues. Et là, si vous avez des questions spécifiques sur l'oreiller japonais, je m'orienterai vers le docteur Schubert, parce que pour l'apnée, ça ne sert à rien. Donc voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Concernant le matériel, est-ce qu'on peut tousser dans un masque facial qui recouvre la bouche? Est-ce que c'est dangereux ou est-ce qu'on... Alors, être capable... Qu'est-ce qui se passe quand on tousse dans un masque facial qui recouvre la bouche? Alors, vous allez tousser... Est-ce que ça sort ou est-ce que ça... Vous risquez de... Ah, l'air, vous voulez Oui. dire? Ah, ok. Donc, vous pouvez tousser dans le Il n'y a masque. pas besoin d'enlever le masque. Non, sauf si c'est inconfortable, parce qu'en fait, vous allez tousser contre une pression, vous allez avoir envie d'expirer fortement de l'air contre une pression positive qui arrive. Alors, si ça vous gêne pas, non, vous voyez qu'au niveau des masques, Là, je il y a parle d'une une petite toux, hein, pas Tout à d'une fait. grosse toux. Alors, il n'y a pas de danger. Parce Voilà. qu'au niveau des masques qu'on utilise pour le domicile, il y a toujours une petite fuite volontaire pour permettre justement que tout l'air que vous expirez soit évacué. Et donc, si vous toussez, ça va être une grosse expiration dont l'air va être évacué par la fuite. Pas de problème. Il n'y a pas de danger. Donc, on peut tousser sans... Vous pouvez librement tousser. C'est pas dangereux. Le risque, c'est par contre, si on est malade, d'avoir des vomissements. Ça, c'est dangereux. Oui. On ne peut pas vomir dans un masque. Là, il y a un risque. Mais tousser, ça va. Puis alors, la deuxième question, relatif à un problème que vous n'avez pas abordé, ce problème-là d'ailleurs. Qu'en est-il des apnées centrales? De quoi proviennent-elles? Alors, c'est une bonne question. Alors, l'apnée centrale, c'est beaucoup plus rare que l'apnée obstructive du sommeil. L'apnée obstructive du sommeil, c'est, je dirais, 80 à 90% des apnées qu'on voit. Mais il existe une autre forme d'apnée qu'on appelle l'apnée centrale, qui, elle, n'est pas du tout liée à une fermeture des voies aériennes supérieures, mais qui est plutôt liée à un oubli du centre respiratoire de respirer. Comme si le métronome, qui vous fait respirer de manière totalement automatique, loupait un battement. Et donc l'apnée centrale, elle peut être simplement liée à un sommeil instable. On fait tous quelques petites apnées centrales quand on s'endort, et c'est pas du tout pathologique. Les enfants en font beaucoup, avec une immaturité du cerveau à la naissance. Et puis chez l'adulte, ça peut être lié... Il y a de multiples causes. Ça peut être lié à des médicaments qu'on prend, ça peut être lié à des maladies cardiaques, ça peut être lié à certains AVC qui sont situés là où le centre respiratoire commande la respiration. Et c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment à haute altitude aussi, lié au manque d'oxygène et à la respiration qui est un peu plus rapide. Et donc les apnées centrales, parfois sont imbriquées aux apnées obstructives, et puis c'est le même traitement, la pression positive continue, le masque peut traiter les deux, ou alors dans certains cas, si l'apnée centrale prédomine, on fait fonctionner la machine un tout petit peu différemment, mais ça reste une machine, un tuyau et un masque. Là, pour le coup, quand il y a des apnées centrales, je dirais que le traitement numéro 1 va être la machine, parfois de l'oxygène, mais il n'y a aucune place pour les appareils dentaires ou les traitements positionnels à ce moment-là. Troisième question. Ah, excusez-moi, oui. J'ai oublié la question. Elle va revenir. Ouais. Ah, ça me revient plus maintenant. Ça va revenir. Vous me redites. Ah oui, maintenant ça revient. Si on a détecté lors d'une polysomnographie une fibrillation auriculaire, est-ce que ça a une incidence sur l'apnée? C'est plutôt l'inverse. C'est l'apnée qui peut avoir une incidence sur la fibrillation auriculaire. Le fait d'avoir des arrêts de la respiration répétés pendant le sommeil, avec des chutes d'oxygène, des réveils à chaque apnée, c'est quelque chose qui peut déclencher la fibrillation auriculaire. Et donc typiquement, on a beaucoup de patients qui sont adressés dans les... C'est lié, c'est-à-dire que l'apnée augmente le risque de faire de la fibrillation auriculaire. Mais l'inverse n'est pas vrai. La fibrillation auriculaire ne va pas vous faire plus d'apnée. Et donc, typiquement, quand les patients ont de la fibrillation auriculaire, c'est un argument de plus de les traiter s'ils ont de l'apnée du sommeil. Bon, merci. Je vous en prie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir.
Juste une question. Est-ce qu'il est possible de renforcer les tissus mous pour les rendre, on va dire, plus musclés pour qu'ils se referment pas sur eux-mêmes, à part le didgeridoo? Non, ça, c'est étudié et il y a des patients qui ont de succès avec ça. Mais autrement, non. On peut perdre de poids et on peut éviter de boire d'alcool ou les médicaments qui font les tissus laxes, mais autrement, pas forcément. D'accord. On peut pas y aller au gym pour ça. C'est quelque chose qui est aussi très souvent demandé par les patients pour l'apnée et il y a eu quelques études qui étaient un petit peu sur le domaine, mais malheureusement c'est pas quelque chose d'efficace parce que réentraîner un muscle à l'état d'éveil ne va pas vous donner son tonus pendant le sommeil. Et donc ça peut être parfois des prises en charge complémentaires, surtout dans l'apnée très légère, en parallèle d'une perte de poids. Mais au jour d'aujourd'hui, dans les apnées modérées à sévères, où on sait qu'il y a un impact sur la qualité du sommeil, sur les comorbidités cardiovasculaires, c'est malheureusement pas une arme thérapeutique qu'on a. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On parle de prise en charge et de traitement. Mais au final, le traitement, il l'amène à la guérison ou c'est un traitement finalement à vie? La perte de poids, la modification des facteurs favorisants, ça c'est curatif. Les patients qui sont obèses, qui ont de l'apnée obstructive du sommeil, qui perdent pas mal de poids, sont traités durant la perte de poids, puis on arrête tout traitement une fois qu'ils ont perdu du poids. Mais ça, c'est le seul traitement réellement curatif de l'apnée. Tout le reste, ce sont des traitements supportifs. C'est comme votre pilule contre l'hypertension. Quand vous la prenez, vous n'êtes pas hypertendu, mais si vous l'arrêtez, vous redevenez hypertendu. C'est la même chose pour l'apnée. Vous avez de l'apnée, mais si on ne va pas modifier le facteur favorisant, qui est généralement anatomique, elle reste présente. Pour le ronflement, c'est pareil. Alors, il y avait juste. Alors. Là, vous m'entendez? Oui. OK. Alors, moi, je me pose une question sur la position qu'on prend pour dormir. Là, on a montré des gens qui sont couchés sur le dos. Donc, ce qui implique que la langue tombe en arrière et obstrue le passage. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas dormir assis? Pour l'apnée ou pour le ronflement? Les deux. Les deux. Alors, pour l'apnée, tous les patients n'ont malheureusement pas la chance d'avoir des apnées positionnelles. On a comme vous l'avez vu, et le docteur Schubert a montré pas mal l'anatomie, pour moi, l'apnée, l'obstruction, elle peut venir du voile du palais, des amygdales, de la base de la langue, etc. Mais dans certains cas, et notamment quand c'est associé à un surpoids, l'obstruction, elle est complètement concentrique, c'est-à-dire que ça se ferme de partout. Donc, quand on a des apnées qui sont positionnelles, donc que sur le dos, liées à la chute de la base de la langue, ça peut fonctionner de dormir sur le côté. Mais quand vous avez des apnées dans toutes les positions, ça ne sert à rien. Quand on enregistre des patients pour savoir s'ils ont ou pas des apnées, on mesure les apnées dans la position dorsale et dans les autres positions, pour justement avoir un éventail de possibilités de traitement différents. Quant à la position assise, le risque que vous allez avoir à ce moment-là, c'est que la tête tombe et que ça aggrave un peu le phénomène, à moins que vous arriviez à dormir comme ça, mais j'ai des doutes, il y a quand même un relâchement musculaire global, donc non. Et pour le ronflement, je pense pas. C'est aussi pas trop physiologique de dormir assis, c'est pour tout le corps, c'est pas bien. OK, merci beaucoup. Désolée. Oui, merci. Vous dites que perdre du poids, ça peut être curatif. Mais mettre la machine, c'est uniquement dans des situations bien codifiées. Alors, la thérapie par CPAP, elle est en général prescrite dans les apnées modérées à sévères, donc dès 15 apnées par heure, surtout quand il y a des symptômes ou des comorbidités. Perdre du poids, donc ça va aider à partir du moment où l'obstruction, elle est justement pluriétagée. Donc, en général, on sait que nos patients apnéiques obèses, ils vont pas avoir un seul site d'obstruction. Il y en a 5 des sites d'obstruction. En général, les patients obèses, ça obstrue partout. Et du coup, perdre du poids lève un petit peu cette pression externe
de la graisse dans le cou. Donc, un des facteurs de risque de faire de l'apnée, c'est d'avoir un périmètre cervical élevé. Et donc, si on perd du poids, on diminue ça. Et donc là, on peut lever l'apnée. Mais chez certains patients, notamment les patients avec un surpoids très léger ou les patients minces, ben, la problématique ne vient pas du surpoids. Elle est anatomique différente. C'est une petite mâchoire ou une mâchoire en arrière, chez qui, généralement, les apnées sont positionnelles et vont être liées à la bascule postérieure de la langue. Et parfois, perdre du poids ne solutionne pas complètement le souci. Très bien, mais ma question en fait c'était, on peut nous demander de perdre du poids pour éviter d'arriver à la machine. D'un autre côté, on sait que les apnées du sommeil favorisent la prise de poids. Oui. Voilà. Oui. Donc est-ce que c'est, c'est le chat qui se mord la queue, quoi. Enfin, est-ce qu'on ne devrait pas tolérer la machine avant pour favoriser la perte de poids? C'est ce qui se passe. Donc typiquement, tous les patients qui sont dans les centres de l'obésité, dans les parcours de chirurgie bariatrique ou de perte de poids médicamenteuse qui ont une obésité avérée, ont en traitement le temps de perdre du poids. Mais chez les patients qui ont des apnées très légères, parfois, et pas symptomatiques, parfois on n'a pas recours à la CPAP, donc cette pression positive. Il faut toujours peser la balance risque-bénéfice, c'est-à-dire que dormir avec l'appareil, pour quel bénéfice? Comme je vous disais, il y a quand même 1 homme sur 2 de plus de 40 ans qui a jusque 15 apnées par heure dans la population générale. S'il n'y a pas de comorbidité cardiovasculaire, s'il n'y a pas de symptômes, on ne traite pas. Donc parfois, oui, on a recours à un traitement, que ce soit la CPAP ou l'orthèse d'avancée mandibulaire, le temps que les patients puissent perdre du poids et être sevrés de tout médicament. Il n'y a pas de médicament, enfin de toute CPAP ou orthèse, de toute manœuvre thérapeutique, ouais. Merci. Oui, bonsoir. Bonsoir. Voilà, moi je voulais juste savoir une question très simple. En fait, vous avez parlé de 30 apnées par heure, à partir de laquelle il faut vraiment faire quelque chose. Mais comme nous on dort et puis on ne sait pas trop combien on a fait d'apnées par heure, à quel moment on devrait consulter réellement? Donc pour la suspicion d'apnée, il y a 2 voies d'entrée pour les consultations. La première, ça va être quand il y a des symptômes, comme je vous montrais, des symptômes diurnes ou nocturnes. On a des plaintes de sommeil, un sommeil qui n'est pas réparateur, une fatigue qui est présente malgré qu'on soit 7-8 heures dans son lit. Le discours du partenaire de lit qui dit « tu ronfles, mais j'ai dû te secouer parce que tu arrêtais de respirer ». Donc dès qu'il y a des symptômes, au-delà de simplement le ronflement, ça vaut la peine de faire alors une recherche d'apnée obstructive du sommeil. La deuxième voie d'entrée dans les consultations, je parle en centre de sommeil ou en pneumologie, ça va être de discuter avec votre médecin traitant du risque que vous avez. Les médecins traitants, ils savent, ils ont des échelles aussi de profil de risque, comme je vous ai montré, qui est un score clinique, qui regarde si le patient est en surpoids, s'il a un périmètre cervical élevé, s'il y a un ronflement, s'il y a de l'hypertension, etc., ou des maladies qui sont potentiellement générée par l'apnée obstructive du sommeil, on a parlé de la fibrillation auriculaire tout à l'heure, eh bien, effectivement, là, même sans symptômes de sommeil, parfois les patients sont adressés pour un dépistage d'apnée. Donc, on ne va pas enregistrer tous les ronfleurs, mais par contre, quand il y a des plaintes de sommeil ou des ronflements qui s'interrompent justement par des pauses respiratoires, là, on s'inquiète un peu. Ma question, en fait, quand la personne y ronfle, et puis il peut s'étouffer au moment de ronflement ou apnée de sommeil, et ça peut arriver jusqu'aux montées de vomissement. Alors ça c'est vraiment pas fréquent, mais parfois effectivement le fait de faire de l'apnée, donc en fait, comme je vous le montrais sur la vidéo, le patient continue d'essayer de respirer alors qu'ici c'est complètement fermé, ça peut en fait provoquer des remontées acides. Alors ça peut effectivement parfois aller jusqu'au vomissement, mais alors il faut peut-être une consultation, ça vaut la peine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ici, Alors, c'est le rythme du cœur qui est irrégulier et qui est très rapide. C'est un trouble du rythme du cœur.
Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que l'orthèse mandibulaire dont vous avez parlé est efficace à peu près dans tous les cas par rapport au ronflement, conformément à la publicité? Et puis, est-ce que les orthèses vendues en pharmacie comme ça, sont aussi efficaces que celles qui sont faites sur mesure? C'est pas dans tous les cas. La première chose, il faut avoir des dents des dents stables pour le mettre et fixer. Et après, c'est aussi l'anatomie où je le propose souvent, c'est chez les gens qui ont un mandibule un petit peu rétracté, ou si je vois qu'il y a une base de la langue assez volumineuse. Ça, on peut l'essayer, mais c'est pas pour tout le monde. Et la différence entre les systèmes qui sont vendus comme ça dans la pharmacie et ceux qui sont faits mesurés par les dentistes, par exemple, c'est un petit peu le confort. Parce que les produits dans la pharmacie sont souvent un petit peu plus volumineux, comme ça on a la bouche assez plat. Et les systèmes faits en mesure, ils sont un petit peu plus légers. Et c'est ce que je propose souvent, c'est d'essayer avec un appareil simple, si c'est efficace, et décider après si on veut prendre de l'argent pour acheter le système très cher. Et pour tous les traitements de ronflement, c'est pas pris en charge par la caisse maladie, par exemple. Par contre, si on a une apnée de sommeil, l'avancement mandibulaire est remboursé par les assurances. L'apnée, effectivement, c'est remboursé en cas d'échec de la machine ou de refus de la machine. Et pour l'apnée, on déconseille les systèmes vendus en pharmacie parce que ça ne fonctionne pas bien du tout. Et donc, il y a maintenant 2 modèles qui ont été étudiés depuis plus de 10 ans dans l'apnée obstructive du sommeil, qui, eux, sont efficaces, bien tolérés, avec 10 ans de recul, etc. Donc, pour l'apnée, je parle pas du ronflement, il y a des modèles assez spécifiques et ça n'est certainement, et c'est même déconseillé d'avoir ces modèles achetés en pharmacie, qu'on plonge dans l'eau bouillante, qu'on moule soi-même. Et comme, en plus, le docteur Schubert disait, c'est extrêmement volumineux, ça ressemble plus à des protège-dents de hockeyeurs ou de rugbyman, et c'est plus désagréable, disons. Quelqu'un d'autre aimerait poser une question? Ah oui. Bonsoir. J'aimerais juste savoir, quand vous parlez, en fait, vous nous avez montré une image avec, je n'ai pas très très bien compris, en fait, c'est pour la langue, hein. En fait, ça se met sous l'épiderme. Vous mettez ça sous l'épiderme ou vous mettez ça plus profond dans le je sais pas, hein, dans le corps. Voilà, ça me paraît fou, quoi, cette histoire. Ça s'est mis en principe dans la même position qu'un pacemaker. C'est sur le thorax. C'est aussi. Elle est sous la peau. Ouais. Mais elle est profonde, elle est sur le nerf. Elle est sur le nerf, en fait. Et elle relie la langue. Ça relie la langue ou bien ça stimule le nerf. Le nerf de la langue. La langue sort en principe. D'accord. Ok. Ok, voilà, c'était ma question. Merci beaucoup. Il n'y a qu'une des 2 parties qui est. Il y en a une qui est superficielle et l'autre, elle est sur le nerf qui innerve la base de la langue. Donc c'est une chirurgie où il faut aller placer ça. Oui, ok, d'accord. Le fil ne se voit pas comme ça. Non, ça j'ai bien compris. C'est tout sous la peau, on fait un tunnel. Oui. Avec le fil qui va sur le nerf. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Bonsoir. J'ai juste une question. Quelqu'un qui fait de l'apnée, ça le réveille. S'il prend des somnifères, qu'est-ce qu'il en est? Il en fait 2 fois plus. Mais c'est pas dangereux. De prendre des somnifères ou de faire plus d'apnée? De prendre des somnifères. Alors c'est pas très conseillé dans l'apnée du sommeil. Donc les réveils qui sont consécutifs à l'apnée, les patients s'en rendent pas toujours compte. Donc c'est vraiment des réveils qui sont très brefs,
quelques secondes et le patient va pas se rappeler de se réveiller, sauf s'il se réveille consciemment d'une apnée où là les patients peuvent se réveiller avec des manques d'air, donc ça ils s'en rappellent, mais sinon la majeure partie du temps c'est des micro-réveils, ça s'appelle des micro-réveils qui passent anodins pendant la nuit mais qui expliquent que le matin on se réveille crevé. Les somnifères, ce sont des médicaments qui induisent un relâchement musculaire. Et donc, prendre des somnifères, c'est comme pour le ronflement, mon collègue Dr Schubert le disait, prendre des médicaments qui relâchent les muscles, ben, ça va relâcher les muscles des voies aériennes supérieures et ça favorise l'apnée du sommeil. Donc, ça n'est pas un traitement de l'apnée du sommeil. Et on ne va pas se réveiller plus reposé. Peut-être on prend une dernière question, s'il y en a encore. Moi, j'en ai une. Pardon. Vous avez mentionné les deux possibilités pour déterminer si on a une apnée du sommeil. Donc, il y a soit venir en centre du sommeil, soit porter un, pas polysomnographe, mais un polygraphe, oui. Un polygraphe, voilà. Est-ce que les montres connectées qui mesurent la... Non, rien du tout. Ok. Non, pas encore. Alors, il y a beaucoup. Hein. C'est comme pour le ronflement, comme c'est quelque chose de fréquent et de plus en plus fréquent l'apnée. Il y a un développement technologique autour de tout ça qui est assez fou. Donc, il y a plein de choses qui sont à l'essai. Il y a des choses qui sont prometteuses, donc d'autres pas du tout. Mais les montres, en fait, les montres connectées n'enregistrent pas votre respiration. Ça enregistre éventuellement un rythme cardiaque avec tous les artefacts qu'il peut y avoir, et donc ça extrapole des réveils consécutifs à vos enfants, faire pipi, l'apnée, autre chose. Et donc non, c'est pas encore tout à fait fiable. Ce serait pratique qu'on arrive à externaliser beaucoup plus. Donc la majorité des examens pour diagnostiquer l'apnée du sommeil se font à la maison. C'est vraiment dans des cas où on n'a pas réussi à avoir une réponse avec l'examen à la maison, qu'on doit venir en centre de sommeil. Donc rassurez-vous, vous ne devez pas tous venir en centre de sommeil. Mais les outils comme ça, posés sur la table de nuit ou mis sous le matelas, ça fonctionne pas encore. On a encore une question qui est posée sur Facebook de quelqu'un qui a pris la conférence en cours de route. Donc peut-être la question a déjà été traitée. Cette personne demande quels sont les risques sur les organes lors d'apnée du sommeil. Concrètement, le sang est-il mal oxygéné et y a-t-il des risques d'AVC? Alors oui, l'apnée obstructive du sommeil, donc à cause des fermetures répétées des voies aériennes supérieures, va causer des chutes d'oxygène répétées, et ça, sur le long terme, on sait que ça peut mener au développement de maladies cardiovasculaires, plus d'hypertension, infarctus du myocarde, troubles du rythme cardiaque. Et en ce qui concerne l'AVC, on sait surtout que c'est un facteur de risque de récidive, que les patients qui ont déjà fait un AVC ont 2 fois plus de risques d'en refaire un s'ils ont de l'apnée qui n'est pas traitée. Et donc, ce qui est dangereux, c'est pas tellement les réveils itératif, c'est quelque chose qui explique une symptomatologie de mauvais sommeil, mais ce qui est dangereux, ce sont les chutes d'oxygène répétées sur le long terme. Par contre, on ne meurt pas pendant la nuit d'apnée du sommeil. Je préfère juste rassurer à ce niveau-là, parce que c'est souvent des craintes que les patients ont. Plus tard. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, moi je vous propose de passer à côté pour l'apéritif, et vous pouvez de toute façon poursuivre les échanges avec les interlocuteurs et interlocutrices qui ont animé cette soirée. Merci beaucoup. Merci.